Ces considérations semblent dépassées vis-à-vis des moyens de reproduction mécanique. Cependant, le malaise devant ceux-ci est peut-être également un malaise devant la toute-puissance naissante de la stabilité de l'art parallèle à la destruction de la durée. Si l'art se débarrassait de l'illusion de la durée, s'il intégrait son caractère éphémère par sympathie pour le vivant éphémère, ce ne pourrait être qu'en vertu d'une conception de la vérité qui ne s'acharne pas à considérer celle-ci comme abstraite, mais prend conscience de son noyau temporel. Si l'art, dans sa totalité, est la sécularisation de la transcendance, il prend part à la dialectique de l'Aufklärung. L'art s'est livré à cette dialectique avec la conception esthétique de l'anti-art. Aucun n'est évidemment plus concevable sans ce moment, mais cela ne signifie rien de moins que l'art doit aller au-delà de son propre concept s'il veut lui rester fidèle. La pensée de sa mort l'honore en rendant hommage à son exigence de vérité. Néanmoins, la survie de l'art disloqué n'exprime pas seulement le cultural lag, le trop lent bouleversement de la superstructure. L'art tire sa force de résistance de ce que le matérialisme réalisé signifierait également sa propre destruction, celle de la domination des intérêts matériels. Dans son impuissance, l'art anticipe un esprit qui ne pourrait apparaître qu'à ce moment. À cela correspond un besoin objectif, la misère du monde, contraire au besoin subjectif d'art, qui n'est complètement aujourd'hui que le besoin idéologique des hommes. L'art ne peut tabler sur autre chose que sur ce besoin objectif. La dialectique de l'intégration est le point subjectif. Ce qui jadis se faisait porter devient réalisation, et par là l'intégration enchaîne évidemment les forces antagonistes centrifuges. Elle aspire en elle, comme un tourbillon, la variété par rapport auquel l'art se définissait. Il ne reste que l'unité abstraite, libérée du moment antithétique par lequel seule elle devient unité. Plus l'intégration réussit, plus elle tend à tourner à vide. Elle ne poursuit d'autre fin que celle d'un bricolage puéril. La force grâce à laquelle le sujet accomplit l'intégration de ce qu'il saisit constitue également sa faiblesse. Il cède à une unité qui lui est rendue étrangère par son abstraction et démissionnant rejette son espérance dans la nécessité aveugle. Si l'art nouveau, dans son ensemble, peut se comprendre comme une intervention perpétuelle du sujet qui n'est plus du tout disposé à laisser agir de manière non réfléchie le jeu de force traditionnel des œuvres d'art, alors aux interventions permanentes du moi correspond une tendance à la démission par impuissance, conformément au principe mécanique séculaire de l'esprit bourgeois consistant à réifier les réalisations subjectives, à les transposer, pour ainsi dire, hors du sujet et à ignorer de telles démissions comme garantie d'une objectivité décisive et invulnérable. La technique, prolongement du bras du sujet, ne cesse également de s'en éloigner. L'ombre du radicalisme autarcique de l'art réside dans son caractère inoffensif. L'absolue composition des couleurs tient du papier peint. Le radicalisme esthétique doit payer le fait qu'à l'heure actuelle, les hôtels américains sont décorés de tableaux abstraits, à la manière d'eux, et qui n'est pas socialement trop onéreux. Il n'est plus du tout radical. Parmi les dangers de l'art nouveau, le pire est celui de la sécurité. Plus l'art se sépare des idées reçues, et plus il est renvoyé fondamentalement à ce qui réussit sans emprunter en quelque sorte à ce qui lui a échappé ou lui est devenu étranger. Plus il est rejeté au point de la pure subjectivité, celle qui lui fut toujours spécifique et par là même abstraite. Cette tendance fut violemment anticipée par le mouvement qui va de la branche extrême des expressionnistes jusqu'à Dada. Cependant, le manque de résonance sociale ne fut pas la seule cause du déclin de l'expressionnisme. Il n'y a pas lieu d'insister outre mesure sur ce point. Le rétrécissement des disponibilités, la totalité des refus échouent dans une détresse totale, dans le cri où le geste est irrémédiablement impuissant, littéralement dans ce da. Il devint une plaisanterie tant à son égard que vis-à-vis du conformisme, parce qu'il se rendit compte de l'impossibilité de l'objectivation artistique, pourtant postulée par toute manifestation artistique, qu'elle le veuille ou non. Il ne restait à vrai dire qu'à crier. En conséquence, les dadaïstes ont tenté de supprimer ce postulat. Le programme de leurs successeurs surréalistes refuse l'art sans cependant pouvoir s'en débarrasser. Leur vérité fut qu'une absence d'art serait préférable à un art faux.
mais l'apparence de la subjectivité absolument pour soi, objectivement médiatisée, se vengea sans que sur le plan esthétique elle puisse aller au-delà de l'attitude de l'être pour soi. L'étrangeté de l'aliéné ne l'exprime qu'en recourant à elle-même. La mimésis lie l'art à l'expérience humaine individuelle, et elle seule constitue encore l'expérience de l'étant pour soi. Le fait qu'il n'y ait pas lieu d'insister sur le point de la subjectivité n'a pas pour unique raison que l'œuvre d'art y perd cette altérité, pour laquelle seulement le sujet esthétique s'objective. Manifestement, la notion de durée est aussi inéluctable que problématique, incompatible avec l'idée du point en tant que ponctualité également temporelle. Non seulement les expressionnistes firent des concessions lorsqu'ils vieillirent et durent gagner leur vie, non seulement les dadaïstes se convertirent ou s'inscrivirent au Parti communiste, des artistes de l'intégrité de Picasso et de Schoenberg allèrent au-delà du point. Mais dès leurs premiers efforts d'instauration d'un prétendu ordre nouveau, on pouvait pressentir et craindre leur détresse. Elle progressa entre-temps jusqu'à devenir essentiellement une difficulté de l'art. Tout progrès voulu au-delà du point fut acquis au prix d'une régression par assimilation au passé et par l'arbitraire d'un ordre autonome. Crier ou créer. On ne sait plus ces dernières années à reprocher à Samuel Beckett la répétition de sa conception. Il s'est exposé à ce reproche d'une manière provocante. Sa conscience à ce propos fut justement autant celle de la nécessité d'une continuation que celle de son impossibilité. Le gestus de piétinement à la fin de Godot, figure fondamentale de toute son œuvre, réagit précisément à cette situation. Il répond d'une manière violente et catégorique. Son œuvre est une extrapolation du kéros négatif. La plénitude de l'instant se pervertit sans fin en convergeant avec le néant. Ces récits, qu'il appelle d'une manière sardonique des romans, offrent aussi peu de descriptions objectives de la réalité sociale et ne représentent, selon un malentendu fort répandu, des réductions de rapports humains fondamentaux au minimum d'existence, qui subsisteraient in extremis. Mais il est vrai que ces romans atteignent des couches fondamentales de l'expérience, hic et nunc, expérience de ce qui est maintenant, et les enclenchent au sein d'une dynamique paradoxale. Ils sont marqués d'autant par la perte objectivement motivée que par les conséquences de cette perte, c'est-à-dire l'appauvrissement du sujet. On tire un trait final sur tous les montages et la documentation sur toutes les tentatives de se débarrasser de l'illusion d'une subjectivité signifiante. Même lorsque la réalité s'introduit justement là où elle semble refouler ce que jadis le sujet poétique réalisait, elle reste suspecte. Sa disproportion par rapport au sujet affaibli, qui la rend absolument incommensurable à l'expérience, la déréalise à plus forte raison. L'excès de réalité signifie le déclin de celle-ci, et en détruisant le sujet, elle se tue elle-même. Ce passage d'un état à l'autre est l'élément artistique de tout anti-art. Il est renforcé par Beckett jusqu'à l'annihilation évidente de la réalité. Plus la société devient totale, plus elle se réduit à un système univoque, et plus les œuvres d'art qui emmagasinent l'expérience de ce processus se changent en leur autre. On connaît un jour besoin d'un concept d'abstraction aussi vague que possible, et il signale alors la régression du monde objectif, là où précisément il n'en reste plus que le squelette. L'art nouveau est aussi abstrait que les relations humaines le sont en vérité devenues. De même, le réalisme et le symbolisme n'ont plus cours. C'est parce que la contrainte de la réalité extérieure sur les sujets et leur forme de réaction est devenue absolue que l'œuvre d'art ne peut encore s'y opposer qu'en se faisant semblable à elle. Cependant, au point zéro, où la prose de Beckett fonctionne, telles les forces dans l'infiniment petit de la physique, jaillit un nouveau monde d'images, à la fois sinistre et riche, résumé d'expériences historiques, qui dans leur immédiateté n'atteignent pas l'élément déterminant, c'est-à-dire l'évidemment du sujet de la réalité. Le caractère minable et inutile de cet univers symbolique est la copie, le négatif du monde administré. Dans cette mesure, Beckett est réaliste. Même dans ce qui vaguement figure sous le nom de peinture abstraite, survit un peu de la tradition que cette peinture élimine. Elle s'applique sans doute à ce qu'on perçoit déjà dans la peinture traditionnelle, pour autant que l'on comprenne ses produits comme des tableaux, non comme des copies de quelque chose. L'art réalise le déclin de la concrétion, dont la réalité ne veut pas convenir, et dans laquelle le concret n'est plus que le masque de l'abstrait. Le particulier, déterminé simplement, exemplaire représentatif, fondamental et trompeur de l'universel,
identique à l'ubiquité du monopole. Sa pointe se retourne ainsi contre l'ensemble de l'art traditionnel. Il suffit de prolonger un tant soit peu les lignes de la réalité empirique pour prendre conscience que le concret n'est là au mieux que pour permettre d'identifier, de retenir et d'acheter n'importe quoi qui porte la moindre marque distinctive. L'expérience est vidée de sa substance. Aucune expérience, pas même celle qui échappe le plus au commerce, qui ne soit pas minée. Ce qui se produit au sein de l'économie, la concentration et la centralisation, qui tire à soi la dispersion et ne réserve les exigences indépendantes que pour les statistiques, agit à l'intérieur des innervations les plus subtiles de l'esprit sans que souvent il soit possible de prendre conscience des médiations. La personnalisation mensongère dans la politique, le baratin sur l'homme dans une époque inhumaine correspondent à la pseudo-individualisation objective. Mais parce qu'il n'y a pas d'art sans individuation, cela devient pour lui une charge insupportable. On se contente de donner au même état de choses une autre tournure en insistant sur le fait que la situation présente de l'art est ennemie de ce que le jargon de l'authenticité appelle témoignage. L'importante question de la dramaturgie de la République démocratique allemande, que veut-il dire, suffit précisément à faire peur aux auteurs ainsi apostrophés, mais conduirait à protester devant toute pièce de Brecht dont le programme consistait finalement à enclencher des processus de pensée et non pas à communiquer des sentences. Parler autrement de théâtre didactique serait d'avance inutile. Les tentatives de Brecht pour détruire les nuances subjectives et les éléments intermédiaires par une objectivité conceptuelle rigoureuse sont des artifices et dans ses meilleures œuvres un principe de stylisation, non pas une fabula docet. Il est difficile de tirer au clair ce que pense seulement l'auteur dans Galilée ou dans La bonne âme de Szechuan, de garder le silence sur l'objectivité des œuvres qui ne coïncident pas avec l'intention subjective. L'allergie envers des valeurs d'expression, la prédilection de Brecht pour une qualité qui aimerait en imposer à son incompréhension des protocoles positivistes, sont elles-mêmes une forme d'expression qui ne devient éloquente qu'en tant que négation déterminée de celle-ci, de même qu'il n'est plus guère possible pour l'art d'être le langage du pur sentiment, qui ne fut jamais, ou encore celui de l'âme qui s'affirme. De même, il lui convient peu de courir derrière ce que la connaissance des styles usuels s'efforce d'atteindre, par exemple le reportage social, à compte versé sur les recherches empiriques à effectuer. L'espace imparti aux œuvres d'art, entre la barbarie discursive et l'édulcoration poétique, n'est guère plus vaste que le point d'indifférence dans lequel Beckett s'est installé. Nouveau, utopie, négativité. Le rapport au nouveau trouve son modèle dans l'enfant qui cherche au piano un accord vierge encore jamais entendu. Mais l'accord existait déjà depuis longtemps. Les possibilités de combinaison sont limitées, à vrai dire, tout se trouve déjà dans le clavier. Le nouveau est le désir du nouveau, à peine lui, de cela souffre tout ce qui est de nouveau. C'est ce qui se prend pour utopie demeure quelque chose de négatif contre ce qui existe et continue d'en dépendre. Au centre des antinomies actuelles, il y a le fait que l'art doit et veuille être utopie, d'une manière à vrai dire d'autant plus radicale que le réel, rapport des fonctions, empêche davantage l'utopie. Mais c'est également essentiel le fait que pour ne pas trahir l'utopie par l'apparence et la consolation, il n'a pas le droit d'être utopie. Si l'utopie de l'art se réalisait, ce serait sa fin temporelle. Hegel, le premier, a reconnu que cela est impliqué dans le concept d'art. Le fait que sa prophétie ne se soit pas réalisée trouve sa raison paradoxale dans son optimisme historique. Il trahit l'utopie en construisant l'existant comme s'il était l'utopie, c'est-à-dire l'idée absolue. À l'encontre de la doctrine hegelienne selon laquelle l'esprit universel surpasserait la forme de l'art, s'affirme son autre thèse qui range l'art dans l'existence contradictoire, laquelle persiste contre toute philosophie affirmative. Ceci est frappant en architecture. Si cette dernière voulait laisser libre cours à la fantaisie débridée par dégoût des formes fonctionnelles et de leur totale adaptabilité, elle tomberait aussitôt dans le kitsch. L'art, pas plus que la théorie, n'est en mesure de concrétiser l'utopie, même pas d'une manière négative. Le nouveau en tant que cryptogramme est l'image du déclin. L'art n'exprime l'inexprimable, l'utopie, que par l'absolue négativité de cette image. En elle se rassemblent tous les stigmates du repoussant et du répugnant dans l'art contemporain.
Par un refus intransigeant de l'apparence de réconciliation, l'art maintient cette utopie au sein de l'irréconcilié, conscience authentique d'une époque où la possibilité réelle de l'utopie, le fait que d'après le stade des forces productives, la Terre pourrait ici et maintenant être le paradis, se conjugue au paroxysme avec la possibilité de la catastrophe totale. Dans l'image de l'utopie, non pas copie mais chiffre de sa potentialité, l'élément magique de la plus lointaine préhistoire de l'art réapparaît sous le sortilège intégral, comme si par son image il voulait conjurer la catastrophe. L'interdit de la fin historique est l'unique légitimation de ce par quoi le nouveau se compromet sur le plan politique et pratique, légitimation de son apparition comme fin en soi. Art moderne et production industrielle. La pointe que l'art tourne vers la société est elle-même quelque chose de social, réaction contre la pression émoussée du corps social. Tout comme le progrès intra-esthétique, progrès des forces productives, surtout de la technique, est lié au progrès des forces productives extra-esthétiques. Parfois, des forces productives esthétiquement libérées représentent cette libération réelle inhibée par les rapports de production. Des œuvres d'art organisées par le sujet peuvent réaliser tant bien que mal ce que la société organisée sans sujet ne permet pas. Déjà, l'urbanisme est obligé de suivre copain-clopin le projet d'une grande œuvre désintéressée. L'antagonisme que recèle la notion de technique, antagonisme entre quelque chose d'intra-esthétiquement déterminé et un développement extérieur aux œuvres d'art, ne peut être conçu de manière absolue. Il a une origine historique et peut disparaître. Aujourd'hui déjà, on peut en électronique produire artistiquement à partir de la nature spécifique de moyens d'origine extra-artistique. Le saut qualitatif est évident entre la main qui dessine un animal sur la paroi de la caverne et l'appareil de projection qui permet de faire apparaître les reproductions simultanément en de nombreux lieux. Mais l'objectivation du dessin de la caverne vis-à-vis de l'immédiatement vu contient déjà le potentiel du procédé technique qui produit le détachement de l'acte subjectif de la vision. Toute œuvre, en tant que destinée à une pluralité, est déjà, d'après son idée, sa reproduction. Le fait que Benjamin, dans sa dichotomie entre l'œuvre d'art auratique et l'œuvre d'art technologique, réprimait ce moment d'unité au profit de la différence, serait bien la critique dialectique de sa théorie. Certes, la notion de moderne remonte chronologiquement loin derrière le matérialisme en tant que catégorie historico-philosophique. Mais celle-ci n'est pas chronologique. Elle est au contraire le postulat rimbaldien de la conscience la plus progressiste d'un art dans lequel les procédures techniques les plus avancées et les plus différenciées s'interpénètrent avec les expériences elles-mêmes, les plus à l'avant-garde et les plus diversifiées. Mais celles-ci, en tant que sociales, sont critiques. Cet art moderne doit se montrer à la hauteur de la grande industrie, non pas se contenter de la manipuler. Il faut que son propre comportement et son langage formel réagissent spontanément à la situation objective. La réaction spontanée comme norme embrasse un paradoxe éternel de l'art. Parce que rien ne peut échapper à l'expérience de la situation, rien non plus ne compte qui se donne l'air de se dérober à elle. Dans de nombreuses œuvres authentiques de l'art moderne, l'élément matériel industriel est rigoureusement évité comme contenu, par méfiance à l'égard de l'art mécanique, comme pseudomorphose, mais nié par la réduction du toléré et par une construction renforcée. Il s'affirme d'autant plus. Il en va ainsi pour Klee. Il est aussi peu de changement dans cet aspect de l'art moderne que dans le fait de l'industrialisation conçue comme critère du processus vital des hommes. Voilà qui confère provisoirement à la notion esthétique d'art moderne sa singulière invariance. Il n'accorde certes pas moins de place à la dynamique historique que le mode de production industriel lui-même, qui pendant les 100 dernières années a évolué du type de la fabrique du XIXe siècle à l'automation, en passant par la production de masse. Le moment de l'art moderne relatif au contenu tire sa force de ce que les procédés les plus progressistes de la production matérielle et de son organisation ne se limitent pas au domaine dans lequel ils apparurent immédiatement. D'une manière que la sociologie n'a guère encore analysée correctement, il rayonne à partir de là jusque dans les sphères de la vie les plus éloignées et pénètre profondément dans la zone de l'expérience subjective, qui ne s'en rend pas compte et garde ses réserves. Et moderne, l'art qui, d'après son mode d'expérience, et en tant qu'expression de la crise de l'expérience, absorbe ce que l'industrialisation a produit sous les rapports de production dominants. Cela implique un canon négatif, interdiction de ce que cet art moderne nie dans l'expérience et la technique,
Cette négation déterminée est presque déjà à son tour la règle de ce qu'il faut faire. Qu'un tel art moderne soit plus qu'un vague esprit du temps ou un parfait up-to-date tient au déchaînement des forces productives. Il est déterminé aussi bien socialement par le conflit avec les rapports de production qu'intra-esthétiquement comme exclusion d'éléments usagés et de procédés techniques dépassés. La modernité s'opposera plutôt à tout esprit du temps qui domine à chaque époque et y est contraint aujourd'hui. Aux yeux des consommateurs de culture convaincus, le modernisme artistique radical apparaît d'un sérieux démodé et également pour cette raison extravagant.